L'œil de l'entrepreneur, c'est donc avec Cyril Imbert. Cyril Imbert, bonjour. Bonjour. Tu es donc le dirigeant de Dotemu. C'est une entreprise que tu as rachetée avec ton père, je crois, en 2014. C'est ça. Ça faisait pas du tout ce que vous faites aujourd'hui. Et on va raconter toute cette histoire Ouais, jusqu'à la revente ouais, cette année. Et on va parler bien évidemment de l'avenir du secteur. On vient de parler avec Julien et Philippe d'un secteur qui a le vent en poupe. C'est pas tout récent. Ça fait une bonne dizaine ouais, d'années que le secteur est en croissance. On a parlé de jeux indés, ouais. de boîtes indés. Mhm. Moi, j'aimerais savoir comment vous positionnez déjà pour nos spectateurs dans tout cet univers. Bah, nous, on est éditeur et développeur. Donc, notre activité principale, c'est d'accompagner des studios et de monter des projets de jeux vidéo du début jusqu'à la finalisation du projet et à sa vente et à sa distribution. C'est un ovni dans le secteur, cette organisation? Non, 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 c'est assez courant. Donc, c'est vraiment le travail d'éditeur. Mais nous, on a aussi vraiment une expertise développeur où on développe des projets en interne aussi. Ce qui normalement, c'est plutôt en externe chez les éditeurs. Nous, on a un peu les deux expertises qui sont réunies. Au départ, la boîte, quand vous la rachetez en 2014, elle est uniquement sur mobile. Oui, c'est principalement du mobile. Il y avait déjà un petit peu de PC à l'époque. Mais c'était vraiment l'idée de se focaliser sur une plateforme sur laquelle il n'y avait vraiment absolument aucun rétro gaming. Mais en fait, le rétro gaming était vraiment au balbutiement à cette époque-là sur toutes les plateformes, mais sur mobile en particulier. Et aussi, atteindre les consoles, enfin les plateformes consoles, c'était beaucoup plus difficile à l'époque que ça ne l'est maintenant. Ça s'est ouvert petit à petit et donc on a pu entrer dans ce marché aussi au fur et à mesure. C'est toujours plus facile après coup de trouver les explications. Ouais, Mais comme on est après coup, comment ouais. t'expliques cette forte croissance générale du marché et du coup à l'intérieur de tout ça de Dotemu? Bah, le marché, c'est une croissance parce que c'est un média qui réunit la plupart des autres médias culturels, le cinéma, la musique, mais ça réunit aussi des aspects technologiques, donc qui est très souvent dans l'air du temps, qui ne se ringardise jamais, au contraire, qui est souvent en avance sur son temps. Donc c'est ça qui fait que ça a de la forte croissance, que c'est un média qui s'adresse à tout le monde aussi. On y trouve de tout, hein. Faut pas croire que le joueur moyen, c'est forcément des jeunes hommes. Il y a beaucoup de femmes qui jouent. Il y a Tous ceux qui sont passés sur cette chaise ont regardé tous les gens, ils ont j'ai envie de jouer, hein. Voilà, ouais, ouais, bien C'est- sûr, ouais, c'est un média vraiment universel. La façon dont il est produit aussi, c'est pas produit pour un territoire en particulier, c'est vraiment toujours produit avec l'idée de que ce soit vendu le plus possible dans le monde entier, et donc qu'il soit compatible avec toutes les cultures possibles. Donc voilà, c'est vraiment un média qui est dans l'air du temps, qui est dans l'air dans la mondialisation et qui intrigue et provoque la curiosité chez tout le monde en fait. Tu as parlé d'une industrie culturelle, Ouais, donc vous faites de la culture. Qu'est-ce que vous ouais. voulez dire au monde avec vos jeux? Bah, en fait, une œuvre culturelle, c'est juste dans le sens où il y a toujours un message qui soit très très simple ou qui soit extrêmement complexe. Il y a des jeux qui vraiment se basent uniquement là-dessus et essayent de faire passer un message, essayent de faire passer des émotions, comme une œuvre d'art. D'autres, c'est purement du divertissement, mais on se divertit de diverses manières et la façon dont on se divertit aussi dit beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un biais culturel dans le sens où il y a un aspect artistique, il y a des choix technologiques qui sont faits. C'est l'ensemble de ces choix qui vont constituer l'œuvre qu'est le jeu vidéo. On a parlé tout à l'heure dans les chroniques de Philippe et Julien des nouveaux modèles Ouais, économiques. ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Bon, tout au long de son histoire, le jeu vidéo, et surtout depuis les 15 dernières années, les modèles économiques changent énormément. Euh, à la base, c'était vraiment beaucoup de jeux PC Donc t'as acheté et One surtout de la Shot. console, one shot, en cartouche, Mhm. avec une vraie mainmise des constructeurs, etc. Tout ça avec le digital, avec la démocratisation d'Internet, de la fibre, ça a complètement changé. Et donc les modèles ont aussi changé. L'arrivée du mobile a permis d'avoir une plateforme jouable dans sa poche avec des offres très variées, gratuites ou non, l'arrivée des casques de réalité virtuelle, l'arrivée du streaming, tout ça voilà, a complètement transformé Les modèles. voilà, les modèles, le secteur, et continue de le transformer. Comme c'est un secteur qui est basé sur l'art et la technologie, qui allie les deux, forcément quand la technologie évolue, l'art évolue avec, et le jeu vidéo évolue aussi, donc Mhm. c'est un changement permanent en fait. Il y a des modèles qui marchent mieux que d'autres.
Ça dépend ce qu'on appelle marché. Mais non, chaque modèle a sa place. C'est juste qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelle le free-to-play, donc le jeu gratuit mobile, a une place énorme. Et le jeu gratuit, en général, a une place énorme dans le marché, puisque c'est la meilleure manière d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Quand c'est gratuit, forcément, il y a beaucoup plus de gens qui font le pas. Quand on appelle marché, c'est-à-dire que si en termes de rentabilité, Ouais, tout se vaut et on peut être rentable dans n'importe quel type de de modèle. modèle. Mais voilà, il faut bien le comprendre et bien le maîtriser. Il y a un modèle chez vous? Nous, Vous, pareil, vous on est vraiment testez centré sur les jeux premium, donc les jeux payants avec des expériences finies. Parfois, on prolonge un peu les expériences en proposant du contenu additionnel gratuit ou payant, mais globalement, nous, on est vraiment centré sur quelque chose, on va dire, de plus classique, où on va constituer une œuvre dans son ensemble, investir toutes nos ressources dans la création de cette œuvre et ensuite la distribuer en espérant qu'elle plaise aux gens, qu'ils y jouent 10 minutes, 2 heures, 6 heures, 1000 heures. Voilà, pour nous, l'intérêt, c'est que les gens s'y retrouvent, en fait. Tu disais qu'il y a une évolution perpétuelle. C'est pas le même secteur qu'il y a 10 ans. Si on se projette, on prend notre boule de cristal, on regarde dedans, le secteur, ton métier, il ressemble à quoi dans 5, 10, 15 ans? C'est vraiment impossible à dire. Il y a tellement, tous les derniers gros changements qui ont eu place dans le jeu vidéo, ils étaient très difficiles à prévoir. Il y en a même parfois où ils se trompent. La VR, par exemple, met beaucoup plus de temps à se développer que Que ce qu'on a pu prévu? penser au Oui. début. Voilà, certains aussi étaient très sceptiques sur le cloud gaming, le streaming. Au final, ça se développe à une vitesse fulgurante. Donc, c'est très difficile à dire. Forcément, ça va passer par l'utilisation d'Internet massive. Ça va passer par des moyens de consommation différents avec les différents médias qui sont à notre portée, les différents appareils qui sont à notre portée. Donc, difficile à dire, mais je pense qu'on a déjà exploré énormément de façons de faire. Maintenant, ça va juste se démocratiser de plus en plus, en fait. Récemment, Mark Zuckerberg a parlé du métaverse. Oui. Est-ce que des éditeurs comme vous se projettent dans ce qu'ils pourraient faire dans un univers comme celui-ci? Bien sûr, ouais, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a vraiment des éditeurs qui essaient de se spécialiser dans les métavers, dans les multiverses, et donc qui créent des œuvres à partir de ce principe-là et qui essaient de s'y intéresser, mais c'est encore très flou, pas du tout démocratisé. Donc oui, c'est quelque chose qui va avoir sa place, mais comme plein d'autres choses, où on se dit ah ça c'est génial, c'est le futur du jeu vidéo, puis au final ça n'a pas été le cas. Il y a Donc on ne met inversement pas des tous choses. ses œufs dans le même panier tout de suite. Ah oui, non, non, Ouais. ça c'est pas une bonne idée dans le jeu vidéo. Tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il y a 10 ans, 15 ans, et puis généralement, il faut faire 10 jeux pour qu'il y en ait un qui marche. Un peu comme les investissements, il faut souvent en faire 10 pour avoir Ouais. une belle réussite. Ouais. C'est encore le cas. On évoquait des studios qui avaient un peu plus de chance, ou en tout cas un peu Ouais, plus bien sûr, de ouais. réussite. Ouais, ouais. C'est quoi les grandes tendances? On est dans un métier de divertissement, donc forcément, il n'y a pas de formule magique, sinon tout le monde ferait des cartons tout le temps, au même titre que le cinéma, les littératures, la musique. Je monte à la caméra, ça c'est un de vos cartons. Oui, Ouais. ouais, absolument. Ouais. Mais pareil, il y avait plein de gens qui n'auraient jamais parié dessus. Donc c'est très difficile, il faut avoir des convictions, faut aussi avoir le souci de la qualité et le souci de ce qu'on propose aux gens, penser aux joueurs avant tout. Et donc non, oui, effectivement, peut-être un hit sur 10, c'est-à-dire que vraiment un carton monumental sur 10 titres. Par contre, ça ne veut pas dire que les 10 titres ne sont pas rentables. Justement, on arrive à une certaine maturité du secteur, et c'est pour ça que ça intéresse de nombreux acteurs qui étaient avant externes au secteur et qui ne s'y intéressaient pas trop, parce que justement, on a atteint une certaine maturité qui nous permet de mieux prévoir, mieux comprendre les risques, et du coup de les limiter pour pouvoir vivre de notre métier, quoi. Quand on a un blockbuster comme ça, il suffit de sortir le 5 pour doubler la mise. Ouais. Ouais, c'est une question. Pas forcément, non. Les suites, ça peut très bien marcher, mais c'est un peu qui tout double. Soit les gens vont être très déçus, soit ça peut faire encore mieux, mais c'est pas du tout systématique. Il faut vraiment avoir une bonne raison de le faire et bien le faire. Tu évoquais nombreux acteurs, nouveaux entrants sur le secteur qui s'intéressent à l'industrie assez récemment, à des entreprises comme la vôtre. Qui sont-ils? Il va y avoir de l'institutionnel, du public, qui avant était un peu frileux, disant oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment un média culturel, qui maintenant commence de plus en plus à intégrer que en fait, le jeu vidéo, ça va être
le premier média culturel mondial. Donc là, c'est quoi? C'est des aides C'est de des aides, bien l'État, sûr, de la absolument, région? ouais. Donc effectivement, l'idée c'est que les États se rendent de plus en plus compte qu'il y a un vrai intérêt à aider l'industrie pour la création d'emplois, pour la diffusion culturelle à travers le monde, puisque comme ce sont des œuvres, forcément elles portent un message et elles portent le message aussi des gens qui la créent et donc de leur appartenance culturelle, etc. Même si la vocation est universelle, C'est il y du a quand même un soft message power. derrière. Ouais. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, des banques, des entreprises d'autres médias aussi, qui plus traditionnellement télé, cinéma, etc., commencent à s'y intéresser puisque c'est un peu le futur, donc forcément de le louper, c'est compliqué. 2014, je le disais, c'est le moment où tu rachètes l'entreprise avec ton père. 6 ans après, 7 ans après, Ouais. 2021, donc Mhm. vous revendez l'entreprise à Focus Entertainment. Mhm. Comment ça se fait? On a beaucoup parlé de rapprochement, mais qui contacte qui? Vous étiez vendeur, c'est eux qui sont venus toquer à la porte? Ouais, exactement. Effectivement, on avait envie de trouver un partenaire qui permettait de réaliser les ambitions futures de la société. Et donc, on a commencé à faire passer le mot, à s'entourer aussi de banquiers d'affaires pour nous aider à trouver des bons candidats. Et on a reçu plusieurs offres, dont celle de Focus Entertainment. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit Focus plutôt qu'un autre? J'imagine que c'est pas qu'une question de sous, c'est pas qu'une question de budget. Non, absolument pas. Effectivement, quand on a plusieurs personnes intéressées, forcément, les questions financières, elles s'égalisent assez rapidement. C'est plutôt la proposition du projet derrière qui va être intéressante. Est-ce que ça va permettre de réaliser les ambitions de la société, d'aller là où la société veut aller? Est-ce que ça va correspondre aussi aux valeurs qui existent d'ores et déjà dans la société, au mode de vie des gens qui y travaillent? Et toutes ces questions-là, il fallait donc sélectionner le partenaire idéal pour y répondre. Et alors, c'était quoi l'ambition derrière? Et donc, Tu l'as dit, il y a un projet. oui, bien sûr. Et Ouais, donc, ouais. L'ambition, effectivement, c'est pour nous d'aller vers la typologie de projet qui s'appelle le double A, donc sont des projets avec des budgets beaucoup plus élevés que ceux qu'on pratique actuellement, ce qui est une spécialité du groupe qu'on rejoint, Focus Entertainment, qui font ça depuis des années. donc il y a le A, le double A, le triple A. Alors, il n'y a pas le A, il y a Il y le a pas double le A, A. le triple A, il y a l'indépendant et le triple I. Ok. Et nous, on était plutôt situés autour du triple I sur nos gros projets. Et donc, passer de ce côté-là, bien sûr, on va continuer sur notre expertise de base, mais on aimerait explorer aussi ces possibilités, notamment parce que en travaillant sur des licences de jeux des années 2000, c'est plutôt des jeux en 3D qui n'ont pas très bien vieilli. Mais du coup, jeux en 3D, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des attentes réelles et assez élevées sur la qualité des jeux en 3D. Et donc, c'est d'autres budgets, c'est une autre proportion des choses. Et pour ça, il faut une certaine expertise que nous n'avons pas et que Focus Entertainment possède à 100%. Et au-delà de ça, il y a énormément de synergies entre nos deux sociétés. On fait des choses très similaires, différemment. Et donc, de ces différences peut justement naître beaucoup d'améliorations et de bénéfices pour les deux entreprises. Tu parlais des jeux des années 2000. Ça, c'est encore du rétro gaming. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, absolument. Ouais. Nous, on considère que tout ce qui est rétro gaming, c'est plus de 10 ans. Donc, qui sont en général des jeux qui sont difficiles à retrouver, à pouvoir jouer sur plateforme moderne. Donc voilà, c'est un peu la limite, quoi. Eh ben, un grand merci à toi, Merci. Cyril.